Monsieur Abdelrahmi Bessaha, bonjour. Bonjour Sohel Al-Hashmi, comment allez-vous? Ça va. La crise bancaire aux États-Unis entre évaluation et prospective est-elle de grande envergure, similaire à celle de 2008, puisque déjà il y a eu le premier effet domino, le crash de la banque suisse. Très bien. Alors, excellente question, puisque c'est un sujet d'actualité. Au début de mars, il y a trois banques américaines de taille moyenne qui effectivement ont fait faillite, mais très rapidement, recadrons le sujet et disons que ce sont d'abord des banques qui ont fait faillite pour des raisons de mauvaise gestion interne, pour des raisons de liquidité, pour des raisons de non-suivi des règles de supervision. Cette crise bancaire n'a rien à voir avec la crise financière de 2008, qui elle est une crise financière profonde, qui avait touché et affecté toutes les grandes banques et qui a infecté l'économie réelle. Au jour d'aujourd'hui, les banques sont bien capitalisées, bien solides, soumises à des stress tests, donc nous sommes très loin du scénario de 2008. Mais comment peut-on aujourd'hui la considérer une crise, bien sûr, générée ou par la crise économique que connaît actuellement les États-Unis? En, en très faible partie, la crise économique, bon, pour l'instant, la récession qu'il y avait aux États-Unis, elle a eu lieu au début de 2021, mais les États-Unis ont terminé avec un taux de croissance important. L'amélioration des chaînes de valeur a permis de rebondir et d'alléger le problème de l'offre, ce qui fait que la croissance a repris, y compris dans le contexte d'un resserrement des conditions monétaires. Donc, en ce qui concerne cette crise, c'est une crise, comme je le mentionnais tantôt, c'est une crise d'abord de liquidité et de supervision. Cette banque avait été très mal gérée. Il y avait des signes avant-coureurs et les facteurs explicatifs de cette crise bancaire au niveau de la SVB, c'est tout simplement une utilisation de ressources à court terme pour acheter des bons, c'est une base de clients qui s'est rétrécie, c'est aussi la réduction de ce que nous appelons dans le jargon bancaire la réduction de la marge nette d'intérêt, c'est-à-dire la différence entre le taux créditeur et le taux débiteur. Donc, in fine, c'est l'histoire d'une mauvaise gestion d'une banque. Donc, ça n'a rien à voir avec la crise structurelle de 2008. Face à cette crise, les autorités américaines ont très vite réagi. Donc, elles ont permis le remboursement des dépôts, y compris les dépôts qui dépassaient 250 000 dollars. Elles ont permis de mettre en place une ligne de crédit de liquidité jusqu'à fin avril. Une enquête a été ouverte par la Fed pour voir un peu pourquoi cette banque n'a pas appliqué les règles de supervision. Et bien entendu, il y a une enquête au niveau du Congrès qui va regarder la Fed tous ses mandats et voir si elle n'est pas en train de courir après trop de mandats. Sur le plan international, vous avez remarqué la discussion, le communiqué hier, où toutes les grandes banques centrales se sont réunies et ont décidé de faire fonctionner les lignes de swap qui vont permettre d'éviter toute pénurie du dollar. Pour ce qui concerne la banque suisse, c'est une banque qui fait face à scandale après scandale depuis 3 ans. Donc, il n'est pas étonnant que cette banque ait des difficultés. Je ne pense pas qu'elle soit liée à ce qui se passe aux États-Unis, à la SVB. Mais est-ce qu'on peut considérer, bien sûr, puisque vous déclarez à l'instant, que cette crise n'est nullement similaire à celle de 2008, qui avait bien sûr, c'était la crise des subprimes, bulversé le monde entier à travers bien sûr les crises qu'ont connues toutes les banques centrales. Est-ce que cette crise bancaire a envoyé une onde de choc sur les marchés financiers, affectant bien sûr certaines d'entre elles? Absolument. La crise a eu des effets de contagion. Les effets de contagion ont concerné les institutions et les pays qui avaient des relations avec la SVB. Mais ces risques de contagion ont été très vite contenus. Faut-il craindre des risques de contagion dans le futur? Oui, il ne faut pas les écarter. Il peut y avoir un run sur les banques. C'est pour ça que les États-Unis, la Banque centrale, s'activent dans le cadre d'une politique de communication extrêmement active à rassurer les déposants et à mettre en place tous les remparts pour éviter justement un nouveau run sur les banques. Et pour l'instant, la situation a l'air de s'être calmée, y compris au niveau des marchés financiers. Le Nasdaq a baissé, mais il y a un retour à une certaine normalisation. On constate encore, sous Hilal Hashmi, on constate que le secteur financier est en train d'aller dans le sens du gouvernement fédéral pour renforcer la lutte contre l'inflation. Mais c'est à voir. C'est quelque chose à voir. Nous allons attendre la prochaine réunion de la Fed pour voir si cette lutte contre l'inflation va continuer et dans quelle ampleur.
Mais par rapport à cette question, justement, par rapport à cet effet de contagion pour le futur, que va-t-il se passer? Y aura-t-il une crise ou des risques sur, bien sûr, les systèmes financiers? Vous déclarez que oui, puisque nous avons vu que même sur les marchés boursiers, il y a eu quand même certaines troubles qui ont été observés ces dernières semaines. Mais comment ça va se faire concrètement si on dit que sur le long terme ou le moyen terme, il risque d'y avoir un effet de contagion? Il À faut court, suivre. à court terme, il y a le risque d'un effet de contagion. C'est pour ça que je vous dis, les autorités américaines ont mis en place les remparts. Les autorités internationales ont mis en place des remparts. Une ligne de crédit, une ligne de liquidité pour toutes les banques concernées est en place. Une enquête est en place. Ils veulent maîtriser la crise. Absolument, parce que vous savez, ce genre de crise, les runs sur les banques sont faits à partir par exemple, de mauvaises informations, d'autant plus qu'ils sont amplifiés par les plateformes sociales. Mais encore une fois, c'est une simple crise bancaire qui touche une banque moyenne à l'échelle américaine, même si à l'échelle mondiale, c'est quand même 260 milliards de dollars. C'est une crise de très mauvaise gestion, mais comme il y a eu un run sur les banques, comme elle concernait le secteur de la Silicon Valley, c'est pour ça qu'elle a eu cette ampleur médiatique. Sinon, d'autant plus que le secteur de la technologie est en perte de vitesse en ce moment aux États-Unis, après avoir connu une euphorie pendant la pandémie. Mais est-ce que, par exemple, la coordination internationale s'est mise en place pour éviter justement de vivre un scénario similaire à celui de 2008? Il faut toujours prévenir dans ce monde où tout est possible, où nous sommes face à une période d'incertitude, donc il faut prévenir. C'est pour ça que c'était, je pense, une excellente initiative de mettre en place les lignes de swap. Il n'y aura pas de pénurie de dollars. Donc, je dirais, la gouvernance internationale se prépare dans ce sens. Mais justement, la crainte, c'est qu'il y ait de pénurie de dollars en dessous ou en coulisses de cette crise bancaire aujourd'hui, qui a mis fin quand même à trois banques aux États-Unis. Il y a eu un effet domino au niveau, bien sûr, de la Suisse, même s'il n'y a pas de lien direct entre les deux. Est-ce que ce n'est pas aussi la crise du dollar, Monsieur Bessaha, même si je connais votre réponse sur cette question? Vous savez, nous avons eu une émission l'année dernière sur le dollar. Jusqu'à présent, les chiffres que j'ai vus n'ont rien changé aux données. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, le dollar va être dominant? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais au jour d'aujourd'hui et demain, le dollar reste à 55% la monnaie de réserve qui est détenue par les banques centrales dans le monde. Deuxièmement, comme on en a discuté la dernière fois, il n'y a pas de candidat à prendre la succession du dollar comme monnaie de réserve. Parce que n'oublions pas qu'une monnaie de réserve, ça donne des privilèges, mais ça implique des obligations. Une obligation, quoi? C'est-à-dire, si votre dollar distribué à l'échelle mondiale, vous devez avoir une économie forte et un système bancaire profond pour répondre à la demande de ceux qui détiennent votre dollar. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Personne n'est prêt pour aller vers un bouleversement du commerce extérieur Personne n'est prêt. mondial. Alors, il y aura peut-être, dans le cadre de ce bouleversement géostratégique, des accords bilatéraux, mais ça s'arrête là. Le commerce mondial continuera, parce qu'il est impossible de défaire la structure du commerce mondial, mais il va peut-être se restructurer. Vous dites aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette crise bancaire aux États-Unis, il y a eu des mesures qui ont été prises pour lutter aussi contre l'inflation, des mesures qui se mettent en place au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, au niveau d'autres pays, des grandes capitales à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que cette crise contre l'inflation constitue un bloc entre, bien sûr, l'augmentation des prix des matières premières essentiellement Alors et les l'inflation, produits boursiers? vous posez une bonne question, Cyril. En fait, l'inflation, il faut lui retrouver son origine. L'inflation a été vaincue dans le monde jusqu'à la pandémie. La pandémie a entraîné la fermeture de l'économie mondiale, quelque chose qui ne s'est jamais vu. On n'a jamais vu ça. Quand l'économie mondiale a réouvert, il y a eu une forte demande. Mais face à cette forte demande, les chaînes d'approvisionnement ont été fortement désorganisées par la pandémie, des entreprises ont disparu, des travailleurs sont morts, etc. Première vague d'inflation qui est due, dans les deux cas, à la demande et à l'offre. Malheureusement, les banques centrales, que ce soit la Fed, la Banque d'Angleterre ou la BCE, ont très mal analysé la nature de l'inflation. Il y avait un débat très fort qui a fait perdre d'ailleurs au monde 6 mois. Est-ce que c'est une inflation transitoire ou une inflation structurelle? Quand le monde a réalisé que c'est une inflation structurelle, au début 2022, donc il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises pour
lutter contre cette inflation essentiellement par une remontée des taux d'intérêt. Mais cette inflation a été aggravée par la crise ukrainienne, où nous avons eu deux chocs additionnels. Nous avons eu un choc énergétique et nous avons eu un choc alimentaire qui se sont surajoutés au choc de la pandémie 2020, au choc pétrolier et au choc de l'inflation. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une inflation, à une crise du coût de la vie qui touche la planète entière. Nous faisons face aussi à je dirais, une crise de l'énergie qui va recomposer le contexte géopolitique parce que l'énergie est au cœur de l'économie mondiale, est au cœur de la géographie et au cœur de la politique. Mais est-ce que c'est la crise énergétique qui aujourd'hui sera à l'origine de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire tel qu'on est en train de le vivre actuellement, le bouleversement sur le plan international? Après, bien sûr, on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouvelles forces. La crise de l'énergie va contribuer, c'est un facteur déterminant dans la recomposition de la géopolitique mondiale. Ce que nous vivons, c'est une crise énergétique. Absolument. Mais cette crise énergétique est en train de recomposer le paysage géopolitique parce que le problème fondamental, c'est l'accès sécurisé au pétrole, à l'énergie. Cet accès sécurisé, il a montré toutes ses faiblesses à cause de la guerre de l'Ukraine et notamment a affecté l'Europe. Le problème qui s'est donc posé, c'est que l'Europe cherche donc à se passer du pétrole russe. Et elle cherche aussi le gaz russe. Du gaz russe, du pétrole et du gaz russe. Et elle cherche aussi à s'extraire de la dépendance de la Chine, qui a pris beaucoup d'avance en matière de transition énergétique. Alors, il y a une nouvelle géopolitique de l'énergie qui se dessine et qui inclut de plus en plus aussi un autre aspect. C'est l'accès aux matières premières qui servent à la transition. C'est le problème des terres rares. Et là, en matière de terres rares, c'est la Chine qui détient. Donc, alors, tandis que la Russie a perdu son levier en matière de pétrole et elle réoriente ses approvisionnements vers l'Asie, la Chine aussi, le Moyen-Orient s'affranchit de la tutelle américaine. Vous vous rappelez, la tutelle américaine, les États-Unis se sont retirés du Moyen-Orient lorsque le gaz de schiste a connu une hausse. Et ensuite, vous avez les États-Unis qui s'activent effectivement à recréer un autre monde. Donc la transition énergétique actuelle va modifier profondément la carte géopolitique et on assistera au renouveau du nucléaire et de l'hydrogène. Voilà, donc la crise énergétique. Mais un dernier point, celui-là, c'est qu'en ce qui concerne je dirais les tensions géopolitiques, elles ne sont pas nées aujourd'hui. Elles sont nées aussi en 2016-2017 avec l'affrontement, la levée des droits de douane par les États-Unis, par Trump. Mais surtout, la Chine étant une puissance globale, qui commence à rivaliser avec les États-Unis, elle s'est toujours posé la question, pourquoi vais-je suivre les valeurs de l'Occident? Pourquoi ne vais-je pas suivre mes propres valeurs? Donc, ce qui est, bien entendu, une préoccupation légitime. On est toujours dans l'affrontement États-Unis-Chine. Bien sûr, parce que maintenant, c'est un affrontement géostratégique dans le monde. Et sur le plan technologique, sur le plan politique, sur le plan stratégique, cet affrontement, il existe. Mais cet affrontement devra à un moment, je dirais, devenir constructif, parce que tout le monde a intérêt à coopérer, notamment la Chine. Bon, vous savez, la Chine... Tout le monde a intérêt à mettre fin à cette guerre. Absolument. La Chine est sortie quand même assez, je dirais, structurellement endommagée par 3 ans de fermeture du Covid. Ils ont un problème de croissance humaine, de démographie, le problème du secteur immobilier, le problème, bien entendu, y compris la croissance. Donc la Chine a besoin d'une économie prospère. La Chine a besoin de la paix. Les États-Unis aussi, l'Europe et tous les pays du monde ont besoin de ça. Alors justement par rapport à cette question, vous dites que c'est un renouveau nucléaire et l'hydrogène vert. Nous disposons des potentialités en Algérie que nous sommes en train de valoriser. Comment nous positionner par rapport à cette question aujourd'hui, monsieur Bessaha? Excellente question. L'Algérie aujourd'hui est le pompier de l'Europe. Grâce à ses potentialités en pétrole et en gaz, elle est en train d'aider l'Europe à surmonter la crise. Mais l'Algérie doit avoir maintenant une vision stratégique. Doit avoir une vision stratégique en matière énergétique. Elle doit procéder à des investissements
pour se donner les moyens d'un nouveau mix énergétique et elle doit refonder son modèle économique, tout ça dans le cadre d'une stratégie à moyen terme qui visera à faire de l'Algérie un pays émergent à l'horizon 2050. Monsieur Abdelrahmi Bessaha, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr cette crise bancaire aux États-Unis qui a eu quand même un effet domino au niveau de certaines places financières, certaines places aussi boursières. On l'a abordé dans la première partie. On a parlé aussi de cette crise énergétique mondiale qui est à l'origine des conflits et de tensions à travers le monde, celle de l'Ukraine et la Russie avec toutes ses conséquences aujourd'hui avec l'émergence de nouvelles forces et d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Vous dites que par rapport à l'Algérie, il faut tirer les enseignements, il faut nous positionner, il faut aller vers un nouveau modèle énergétique pour développer notre économie. Vous entendez par nouveau modèle énergétique le mix énergétique nécessairement par rapport bien sûr aux énergies renouvelables et le pétrole et le gaz pour Bien ne plus sûr, rester dépendant bien du sûr. pétrole et du gaz. Dans le monde, il y a un processus de décarbonisation qui est en cours. Donc notre Mais il y a pétrole, certains pays qui reviennent au nucléaire aussi. oui, bien sûr, ils reviennent au nucléaire dans cette phase de transition parce qu'il Et au faut faire, charbon. il faut faire face, bien entendu, à l'urgence. Mais sur le moyen et long terme, il est clair que les énergies fossiles vont perdre de plus en plus leur prépondérance. Vous savez, aujourd'hui, le pétrole, c'est 31% de la consommation, donc un élément extrêmement fort, 27% pour le charbon. Donc, il est important que Mais l'Algérie, avec le charbon, il est pas avec aujourd'hui. le pétrole et le gaz, on disait que c'était la fin du charbon. Il demeure Non, toujours. non, 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 ça ne va pas être la fin, soyons sérieux. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons nous débarrasser des énergies fossiles. Par contre, il y a une préparation, il y a un processus de décarbonisation et l'Algérie doit s'inscrire dans ce processus, doit se donner les moyens d'une nouvelle politique énergétique, doit faire évoluer la part des énergies renouvelables, non renouvelables, je veux dire. Et puis aussi, il doit refonder son économie autour d'une économie productive, inclusive et bien entendu qui cible les secteurs à haute valeur ajoutée tels que la numérisation, le vert, l'économie bleue, l'économie saharienne. Les potentialités existent. Il faut se donner une vision et une stratégie à long terme dans ce contexte. Par rapport bien sûr à l'énergie, prospecter aussi de nouveaux marchés. Ne plus rester dépendant des marchés traditionnels, Absolument, conventionnels, absolument, l'Europe. absolument. Il n'y a aucune raison d'être dépendant d'un seul client, c'est clair. C'est un axe de la politique algérienne qui doit être faite le plus rapidement possible. Alors par rapport à cette question aussi, vous avez considéré que les réformes qui sont engagées aujourd'hui permettent à l'Algérie d'atteindre l'émergence, d'adhérer bien sûr au pays des BRICS, puisque c'est une adhésion qui va la booster encore davantage, booster sa croissance. C'est votre commentaire, monsieur Alors, en Bessaha. ce qui concerne les BRICS, faisons un petit retour en arrière. Les BRICS, le concept des BRICS a été mis en place par un économiste qui travaillait pour une banque américaine et qu'on a chargé d'identifier des nouvelles sources de croissance 10 ans après la chute de l'ex-URSS. Les sources de croissance pour les pays du G7 ne se trouvaient plus au niveau du G7, mais se trouvaient au niveau des pays émergents. Et ce banquier avait identifié dans 4 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auxquels s'est ajouté l'Afrique du Sud en 2011. C'est en fait un groupe de pays émergents qui ont fait énormément de réformes structurelles, dont le revenu par tête d'habitant est à peu près entre 10 000 et 15 000 dollars, qui s'est donné une organisation, une banque, etc. Et qui a même eu une velléité de partager la gouvernance mondiale. Mais bon, les progrès en matière de gouvernance mondiale n'ont pas été très loin, parce que la gouvernance mondiale reste concentrée au niveau du G7. Donc, en tant que club économique, l'Algérie, malheureusement, ne peut pas y prétendre, parce que ce n'est pas un pays émergent. Mais elle peut y prétendre dans le contexte d'une réorganisation des BRICS sur la base d'un programme de réforme. Et il n'y a aucune raison pour ne pas les rejoindre. Il n'y a aucune raison pour ne pas devenir un pays émergent, de ne pas rejoindre le pays des BRICS. On a les potentialités pour le faire. Bien sûr, nous avons les potentialités. Vous dites qu'il faut les rejoindre. Il faut les rejoindre. Il faut que nous devenions un pays émergent. Il faut. Nous ne pouvons pas rester un mono-exportateur de pétrole. Nous avons un certain nombre de réformes sont en train d'être lancées, mais je pense qu'il faudrait cadrer toutes ces réformes dans le cadre d'une stratégie globale et cohérente. Pourquoi? Parce que les secteurs ont des interrelations. Quand on fait une réforme dans un secteur, ça touche un autre secteur. L'autre secteur touche un autre. Donc il y a des effets en amont et en aval. Donc il faut se donner les moyens d'une démarche intégrée
Et je pense que c'est en train de se faire. Et c'est en train de se faire par rapport à ces réformes. Et une des réformes que vous considérez comme étant des plus importantes et qui va permettre bien sûr l'émergence de l'Algérie, de l'inscrire aujourd'hui par rapport à ses développements à travers le monde, c'est le projet de loi sur la monnaie et le crédit qui implique aujourd'hui beaucoup de questions qui sont d'enjeux national et international. Absolument. Si vous lisez le projet de loi sur la monnaie et le crédit, tout y est. Vous avez l'inclusion financière, vous avez la gouvernance des banques, la gouvernance de la Banque centrale, vous avez le taux de change, taux de change unique, vous avez le nouveau moyen de paiement, vous avez les bureaux de change, tout y est. Mais ça ne demeure qu'un cadre juridique. Pour pouvoir donner toute la force de vigueur, il va falloir compléter ça par des réformes structurelles ambitieuses. Je crois qu'une fois que le cadre stratégique est implanté, il va falloir donc commencer à implanter. Par exemple, si vous voulez qu'on ait un taux de change unique, article 144, il faut bien entendu mettre en place des mesures pour éliminer à terme le compartiment parallèle. Si vous voulez mettre en place la gouvernance des banques, il va falloir les réformer. Le président de la République l'a déclaré. Il a parfaitement raison, je le suis à 100%. Si vous voulez mettre en place une nouvelle gouvernance des banques, il va falloir les réformer, les rendre plus performantes, réformer aussi les entreprises publiques économiques, vu la relation qu'il y a entre les deux. Donc, un texte législatif qui est excellent parce qu'il répond à toutes les préoccupations du pays. Qui est en adaptation par rapport au contexte aussi international et mondial. Absolument, absolument. C'est une nouvelle architecture financière qui est absolument top. Mais il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut prendre des mesures. Pour prendre des mesures, il faut les prendre dans un cadre stratégique. Je pense que le gouvernement s'y attelle à ça. Alors, vous avez aussi cette croissance économique qui est fortement contrainte par des défis financiers, monétaires et de change. Aujourd'hui, qu'on discute des questions qui sont, il y a quelques années, étaient complètement tabous. Par exemple, au niveau des montants transférables. Ça va aussi booster l'investissement direct étranger, indéniablement, Monsieur Abdelrahim Bessaha. Il est clair que l'Algérie, tout comme tous les pays du monde, ne peut pas se développer uniquement sur la base de ses ressources. Il faut donc que notre pays mobilise l'épargne étrangère, notamment l'IDE. Pourquoi les IDE? Parce que le risque est pris par l'investisseur. Mais pour qu'il y ait une rencontre entre l'Algérie et les investisseurs, le point de rencontre se fait au niveau de la visibilité économique du pays, au niveau de sa stratégie, au niveau, bien entendu, du cadre des affaires, au niveau de la stabilité fiscale, au niveau, bien entendu, d'une meilleure gouvernance. Donc, toute une série de réformes qui doivent accompagner ces textes fondamentaux, que ce soit le texte sur les investissements extérieurs, que ce soit le texte sur la loi, sur la monnaie de crédit, que ce soit tous les textes que les autorités prendront dans le sens d'une réforme de l'économie du pays. Alors, il faut aussi régler certaines questions qui sont en attente sur le plan financier, comme par exemple les défis financiers futurs qui seront induits par ce nouveau cadre législatif une fois adopté par le Parlement, une fois promulgué dans le journal officiel, comme par exemple la question des crédits et de liquidités au niveau des banques, des liquidités dont nous avons souffert il y a quelque temps. Comment faire aujourd'hui, M. Bessaha? Puisque nous avons un nouveau locataire au niveau du ministère des Finances qui n'est autre que l'ancien directeur général du budget. C'est une bonne chose. Et qui connaît bien les questions bien sûr, de liquidité. La refondation, je dirais la refondation de l'économie algérienne, pour la faire passer d'une économie exportatrice de pétrole à une économie productive, diversifiée, inclusive, compétitive, passe bien entendu par, comme nous l'avions dit, une série de réformes qui doivent être inscrites dans une démarche cohérente. Cette stratégie cohérente doit avoir 3 piliers. Le premier pilier, bien entendu, c'est le rétablissement des grands équilibres, c'est-à-dire un déficit contrôlé, une inflation contrôlée, un secteur extérieur qui permet d'avoir un taux de change d'équilibre. Deuxième compartiment, ce sont les réformes structurelles qui doivent donner une nouvelle vigueur à l'économie algérienne et la diversifier, et des politiques sectorielles qui viseraient des secteurs à haute valeur ajoutée, la numérisation, le bleu, le vert, etc. Voilà un peu la démarche. Les mines, les terres rares également, nous avons beaucoup de potentialités. Bien sûr, bien sûr. Il faut tout exploiter à la fois. Alors vous dites aussi qu'il faut une bonne gouvernance de la Banque d'Algérie par rapport à la question de la supervision financière. Absolument. Je pense que la banque, je dirais le système financier algérien fait face à un certain nombre de risques.
le risque de crédit, le risque de change, le risque bien entendu lié à la volatilité du pétrole, etc. Pour ça, il faut renforcer sa gouvernance, il faut renforcer la supervision, il faut renforcer la gestion du risque. La valeur du dinar? Bien sûr, la valeur du dinar, bon, là, la valeur du dinar est le résultat de politiques macroéconomiques sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire et sur le plan du taux de change. Donc, dans ce contexte-là, la valeur du dinar se posera et sera prise en charge. Alors, le Conseil de la monnaie et du crédit doit être une entité totalement indépendante pour assurer cette supervision. Absolument, absolument, absolument. La supervision est très importante. Vous avez vu, nous revenons à la crise bancaire. La crise bancaire aux États-Unis est d'abord un problème de mauvaise supervision. Et d'abord le problème d'une banque qui a refusé d'appliquer les règles de supervision. Ça nous donne, à nous, une chance de se dire la supervision est importante, renforçons-la dans le pays. Mais je pense que c'est un sujet qui est déjà intégré à la loi sur la monnaie et le crédit. C'est une bonne chose. Encore une fois, donc, une fois que c'est intégré, là, il faut prendre des mesures rapidement et mettre en place. Et bien sûr, vous relevez aussi que les banques et établissements financiers qui doivent se doter de règles internes de gouvernance solides par rapport, bien sûr, aux références contenues dans ce projet de loi qui est actuellement en discussion au niveau du Parlement à travers l'article 96, 97, 98, 99, 102, 106 et aussi voilà 106 bis. C'est important aussi de se doter de ce type de ce moyen de supervision pour éviter, bien sûr, parce qu'on va s'ouvrir sur l'international et on va délocaliser nos banques au niveau international pour éviter d'avoir des crises similaires à celles que connaissent quelques banques au niveau des États-Unis. Bien sûr, je vais on l'a rebondir abordé. sur ce point. Vous avez parfaitement raison. Un des axes de réforme, ce serait bien entendu la levée des restrictions. Ce serait l'ouverture, je dirais, vers le système financier international, mais de façon disciplinée, de façon organisée, parce que nous avons besoin de l'épargne. Mais nous avons besoin de cette épargne dans le cadre d'une stratégie d'endettement qui nous permette d'orienter cette épargne vers le productif dans des limites que nous pouvons gérer. Nous sommes dans une transformation radicale de notre système de financier avec bien sûr cette loi sur la monnaie et le crédit. Absolument, c'est une nouvelle architecture qu'il va falloir construire pour accompagner une nouvelle architecture économique, l'économie algérienne qui devra être une économie plus active, plus efficiente et plus compétitive. Alors l'ouverture des banques, des bureaux de change en Algérie et le taux de change unique, il faut aller. Bien sûr. Il faut l'assurer. Vous savez, Quand vous parlez de taux de change unique, c'est par rapport au marché informel. Absolument. Le taux de change unique, ça veut dire qu'il y a un taux de change qui est un taux de change qui équilibre l'offre et la demande. C'est ça, c'est voilà. Un taux de change. Vous savez, l'Algérie a accepté la convertibilité du dinar en 1997, en septembre 1997, dans le cadre du programme de réforme qui a été appuyé par les institutions de Bretton Woods, l'Union européenne, etc. Non, pas uniquement le FMI, parce que la Banque mondiale et les autres. Alors, ils avaient accepté, les autorités algériennes, à juste titre, ils avaient accepté la convertibilité du dinar. La convertibilité du dinar, c'est quoi? C'est très simple. C'est tout simplement, si un citoyen veut aller se soigner à l'étranger, veut étudier ou bien veut voyager, il a le droit d'acheter des devises au niveau des banques ou au niveau avec le taux officiel. Pas le taux officiel, un taux qui serait un taux du marché, demande et offre. Et ils avaient accepté les bureaux de change. À l'époque, ils avaient demandé une série de dérogations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le pays ne disposait que de 8 milliards de réserves à l'époque. Et ils avaient des obligations de 11 milliards. Ceci dit, à un moment, nous avions quand même accumulé des réserves importantes. Mais bon, ça c'est l'histoire, c'est juste un rappel. Il faut aujourd'hui aller vers les bureaux de change. Pourquoi? Les bureaux de change sont le complément du circuit commercial pour vendre des devises, acheter des devises et avoir une direction sur le taux qui constitue le taux d'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, ils sont d'ailleurs dans la loi sur la monnaie et le crédit. Et c'est envisagé actuellement, et vous dites que l'ouverture des bureaux de change doit être aussi accompagnée par une convertibilité du dinar, puisqu'on était déjà prêt en 97 à l'adopter. Mais aujourd'hui, il y a des appréhensions, des craintes qui sont exprimées au niveau, par exemple, de certains responsables par rapport à la convertibilité du dinar. Appréhension légitime, nous sommes d'accord. Vous savez, nous avons travaillé sur ces questions dans très nombreux pays. La préoccupation, c'est que si je libère le taux du dinar, qui n'est pas le taux officiel aujourd'hui, ni le taux sur le marché parallèle, parce que le taux sur le marché parallèle n'est pas indicateur. C'est un taux qui est, je dirais, à mi-chemin. C'est vrai que la préoccupation, si je libère le taux, il va y avoir une ruée de la demande, c'est clair. Ça va siphonner les devises. C'est possible, mais ça va se stabiliser au fur et à mesure où les forces de la demande et de l'offre font une interaction.
Et ça a été le cas. Il y a à peu près 45 pays qui ont fait face à cette situation. L'expérience a été plus ou moins positive dans ce sens. Donc il faut se préparer, mais il faut y aller parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un marché parallèle de cette ampleur. 90 milliards de dollars selon les chiffres annoncés par le président de la République lui-même. C'est un marché qui complique la gestion macroéconomique. Donc il faut prendre toutes les mesures pour l'éliminer. Ceci dit, ça ne va pas être éliminé du jour au lendemain parce que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème macroéconomique. Ça implique la politique budgétaire, ça implique la politique monétaire, ça implique des réformes structurelles, mais il faut mettre en place le plan et il faut y aller. Mais quand vous dites il faut y aller, mais les craintes exprimées sont légitimes, il n'y a pas une sorte de contradiction entre vos propos, M. Bessaha, pour qu'on puisse un peu vous suivre? Quand on fait des réformes, les réformes sont toujours préoccupantes. C'est le saut vers l'inconnu. Mais ce genre de réforme doit être suivi, calibré et je dirais surtout suivi avec beaucoup de précautions. On ne va pas prendre une réforme et se croiser les mains. Une fois que la réforme est mise en place, elle doit être suivie par les experts et recalibrée au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait des réformes. Et suivre bien sûr les exemples de certains pays qui ont réussi. Absolument, mais il faut se donner aussi une capacité technique et administrative pour gérer les réformes. Alors, justement, gérer ces réformes qui doivent toucher structurelles, qui doivent toucher tous les secteurs. Le président de la République s'y est engagé déjà par rapport à l'ouverture de l'Algérie vers l'international, par rapport au marché de l'export, puisqu'on a quand même enregistré un niveau assez appréciable, jamais atteint depuis pratiquement une trentaine d'années ou même plus, depuis l'indépendance. 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Il faut continuer dans cette dynamique de l'export aujourd'hui, puisque nous avons le nouveau ministre du Commerce qui connaît bien, le nouveau ministre du Commerce, M. Zitouni, qui connaît bien la question de l'export. Il faut continuer, il faut investir beaucoup de marchés, tous les marchés, ne pas avoir des appréhensions. Non, absolument pas. Le commerce international, c'est une source de croissance, c'est une source de création d'emplois, c'est une source d'extraction de la pauvreté. Le commerce extérieur... C'est ce qu'a fait la Turquie comme exemple, par exemple. Le commerce extérieur a tiré des millions de personnes de la pauvreté dans le monde. Donc, c'est un secteur qu'il faut développer. Mais si vous voulez diversifier les exportations, si vous voulez améliorer la qualité des produits d'exportation, si vous voulez gagner des marchés, il faut d'abord commencer par une stratégie de diversification de la production. Donc ça suppose des réformes macroéconomiques, des réformes structurelles pour élargir l'offre, ciblage de secteurs qui sont des secteurs à haute valeur ajoutée. Donc il y a un travail de réforme. Il faut commencer par le ciblage. Bien sûr, il faut cibler, il faut réformer, il faut suivre les réformes. Ça va être un processus à moyen et long terme. Nous n'allons pas devenir un exportateur important de produits hors pétrole en 2024. Il faut se donner le temps, mais il faut prendre toutes les mesures entre-temps. Parce que le commerce extérieur, je le redis encore une fois, est une source importante d'emploi, de croissance et de distribution de revenus, d'extraction de la pauvreté. Mais quand vous dites qu'il faut aller vers, bien sûr, le ciblage de certains secteurs, les secteurs où on a de fortes potentialités, lesquels, M. Abdelrahmi Bessaha, l'agriculture, entre autres? Bien sûr, l'agriculture, l'agroalimentaire, pourquoi pas aussi les services. Nous avons une jeunesse extraordinaire. Vous savez, c'est une jeunesse qui est versée dans le digital. Pourquoi pas investir et moi, je souhaiterais que mon gouvernement investisse massivement dans le numérique. Massivement aussi. C'est l'instruction du président de la République. Réitéré encore une fois hier. Massivement dans l'accès à l'Internet. 7 mégabytes ou 10 mégabytes, ce n'est pas suffisant. Allons-y pour le 1000, allons-y pour le 2000. C'est l'avenir. Nous avons une jeunesse qui est formée. Nous avons des gens qui sont prêts à nous donner les moyens, je dirais, en termes de ressources humaines. Il faut investir massivement. Il faut mettre en place des ordinateurs dans les écoles. Il faut donner des iPads. Il faut généraliser ça. Il faut faire le bon. Et la jeunesse peut faire ce bon-là. Elle peut faire ce bon-là. Et notre force, c'est notre jeunesse. J'ai eu l'occasion de circuler à Alger, de discuter avec des jeunes. Je suis extrêmement confiant de cet aspect. Mais il faut leur donner les moyens. Il faut arrêter les 10 mégabytes, ça c'est du bricolage. Il faut viser très haut. Ça c'est important, surtout avec la fibre optique. Bien sûr, et les grands défis au-delà du numérique, il y a aussi l'intelligence artificielle et le monde s'y prépare aujourd'hui. Alors justement par rapport à cette gestion et cette vision, il faut la mettre en œuvre rapidement également, puisque même le président de la République, il a demandé à arrêter les réunions et commencer à travailler sérieusement en direction des citoyens par rapport aux préoccupations majeures du citoyen. C'est important comme axe de communication. Je suis d'accord avec lui. Mais il faut une feuille de route. Il faut une feuille de route qui intègre tous les secteurs de manière à ce que tout le monde sache où on va, comment on va et avec qui on va. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut se donner le plus rapidement possible
Bon, je pense que les autorités vont dans ce sens. Et bon, c'est un bon signe, encourageant. Parce que l'Algérie a besoin de tourner la page du pétrole et de donner du travail à ses enfants, à ses jeunes. Surtout, je dis encore une fois, je suis extrêmement encouragé par la qualité de notre jeunesse et surtout sa maîtrise de l'outil numérique, qui est la source de croissance importante. Et qui est la source de croissance aussi à travers le monde et de beaucoup Absolument. d'États dans les États-Unis et la Chine, puisque nous avons vu Absolument. aujourd'hui la guerre sur la Absolument. question Vous savez, du numérique au niveau des États. j'ai rejoint le fonds en 89 et Entre après, Apple et Huawei. je me rappelle, nous travaillons avec du papier. Il n'y a plus rien. Ce n'est plus le papier. Il n'y a plus de papier aujourd'hui. On achète un billet électroniquement, on commande des produits électroniquement, On paye tous les dossiers, on électroniquement. paye électroniquement. On peut le faire. Vous avez l'expérience du taxi, là, extraordinaire, franchement. Il y a 3 ans, elle ne fonctionnait pas, mais aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Donc, ça veut dire que nous avons les moyens de faire bondir ce pays. Utilisons le numérique à fond. Et nous avons aussi, bien sûr, la livraison à domicile, moyennant bien sûr le paiement sur place, mais on pourrait Absolument. changer la donne rapidement avec le Et paiement par carte. généraliser le paiement numérique. Et ça crée des emplois, énormément d'emplois. Absolument. Vous savez, il faut créer des applications, il faut créer des contenu. ordinateurs, il faut les maintenir. Mais la numérisation de l'économie peut offrir du travail à des millions de jeunes. Et elle peut donner de la visibilité, mettre fin à certaines pratiques frauduleuses que nous avons connues par le passé. Et c'est des indicateurs de croissance La et de, transparence. de prospérité des États. Et ça compte énormément Absolument. au niveau, par exemple, du classement des États et des pays. Absolument. Absolument. La Je visibilité, vous rejoins. la visibilité et la transparence La pour lutter visibilité, la transparence contre et la la bonne corruption. gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Absolument. C'est Lutter tout. contre, bien sûr, la corruption qui est un indicateur de classement au niveau mondial. Alors, vous avez abordé ces questions. Aujourd'hui, nous avons les potentialités pour émerger. Il faut commencer à mettre en œuvre rapidement toutes ces réformes structurelles pour permettre à l'Algérie l'émergence. À moyen terme, on a les Il capacités. n'y a pas une minute à perdre. On a 1 700 000 Vous universitaires. savez, en économie, c'est comme en médecine. Si on retarde les réformes, la thérapeutique devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus lourde. Épargnons-nous ça, profitons du temps. Le temps est une variable importante. Mettons les réformes immédiatement. Mais allons-y de façon calibrée, tout en expliquant à la population, mais en se donnant aussi les moyens de suivre ces réformes, de communiquer avec la population et surtout de manière à ce que la population puisse intégrer ça. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, à travers le monde, puisque nous avons parlé bien sûr de ce bouleversement au niveau géopolitique, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en termes de bouleversement, avec bien sûr l'émergence d'un nouvel ordre mondial multipolaire, avec la Russie qui monte en force et également la Chine qui est une force économique indéniable. Monsieur Bessaha, même si elle a connu quelques petits reculs en raison bien sûr de la pandémie du Covid-19, qui a affecté toutes les économies à travers le monde. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la crise ukrainienne est en train de permettre une recomposition et une redéfinition au niveau des alliances entre l'Algérie et ses différents partenaires. C'est ce que nous sommes en train de constater également aujourd'hui, monsieur Bessaha. Disons que la guerre de l'Ukraine, la pandémie a mis un certain nombre de sujets sur la table, celui de la diversification et de la crédibilité des chaînes de valeur. La guerre de l'Ukraine a mis sur la table le problème de l'accès à l'énergie, comme nous l'avions dit au début de l'émission. Et la crise alimentaire. La crise alimentaire, bien entendu, mais surtout, il y a une recomposition qui est en train de se faire, qui est en cours, sur le plan de l'accès à l'énergie. Il y a aussi une recomposition sur la nouvelle structure des chaînes de valeur. Il y a une recomposition qui se fait dans le commerce. Si les changements vont être absolument, je dirais, marquants en matière d'énergie, ils seront un peu moins marquants en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne la Banque internationale et en ce qui concerne la production internationale. Mais tout est sur la table aujourd'hui, avec des degrés divers de transformation. Mais la crise du Covid a permis aussi de constater qu'il ne faut compter que sur soi, puisqu'on a vu que pour même l'accès au vaccin, même si on avait les dispositions financières nécessaires, on ne pouvait pas les acquérir. C'est vrai que nous sommes tentés par compter sur soi, mais il est impossible de compter sur soi. Donc il faut trouver, dans la globalité des domaines, une structure de la production mondiale qui puisse éviter d'être dépendant. D'ailleurs, vous avez posé cette question, il y a ce qu'on appelle un retour il y a un retour à la la fragmentation. Pourquoi la géofragmentation ? Un certain nombre de pays sont en train de protéger leur secteur stratégique et sont en train de rapatrier leur production.
vous savez, le fameux Inflation Reduction Act des États-Unis qui vise à rapatrier un certain nombre d'activités, mais surtout à faire rebondir les activités du vert, y compris certaines entreprises européennes qui viennent s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, donc, il faut organiser ses intérêts comme on peut. Donc, à charge pour l'Algérie de le faire aussi de façon stratégique et ordonnée. Mais par rapport à cette crise, vous avez cette question de l'auditeur. Les pays les plus fragilisés, c'est l'Europe et en tête la France. Monsieur Bessaha, rapidement sur la question, puisqu'on a vu que la France connaît actuellement une crise multidimensionnelle. L'Europe a découvert par magie sa dépendance énergétique. Bon, je pense qu'elle était là. C'est le résultat un peu de la politique de détente dans les années 90 et 2000. En ce qui concerne la France, je crois que la France a un problème de croissance, un problème d'endettement. Ils ont besoin de réformes, mais les réformes prennent du temps à se mettre en place. Et surtout, je crois que c'est un modèle qui réside dans les réformes. Monsieur Abdelrahmi Bessaha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.